Et bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de la bande FM sur French Morning. Vous savez, le principe de l'émission, c'est de vous donner la parole pour parler des sujets qui vous concernent. Et le sujet qui nous concerne tous cette semaine, ce sont évidemment les manifestations, mais plus que les manifestations, le sujet du racisme aux États-Unis. Nous allons en parler ici avec nos trois invités que je remercie de nous rejoindre, que je vais vous présenter, mais n'hésitez pas vraiment, comme d'habitude, à venir intervenir, à venir poser vos questions. Si vous nous suivez sur le Facebook Live, pour participer en direct, il faut nous rejoindre sur le Zoom. Il y a le lien quelque part sur le post Facebook. Et puis, une fois que vous serez là, vous venez, vous posez vos questions, vous levez la main. Il y a un petit principe sur Zoom pour lever la main et on participera tous ensemble à ces conversations. Je suis vraiment très heureux de pouvoir discuter de ces sujets très importants tous ensemble aujourd'hui avec nos trois invités que je vais vous présenter tout de suite. Alors, il y a Claude Grunitzky qui est le fondateur de Trace Magazine, puis du groupe de médias Trace. Il nous dira tout à l'heure ce qu'il fait maintenant aussi. Et puis, il y a Célia Fossard que vous connaissez si vous connaissez les Nubians, groupe de chanteuses, les deux chanteuses qui ont eu beaucoup de succès, notamment ici aux États-Unis. Elles avaient été, je crois, le premier groupe français qui a été nominé aux Grammys. Et puis Pascal Archimède qui nous rejoint, lui, par téléphone, qui est basé à Miami et qui est notamment l'auteur d'un livre qui s'appelle L'histoire de l'Amérique noire, des plantations à la culture rap. Tous ces éléments, tous ces liens, vous les retrouverez sur le site à la suite de cette émission. Pour commencer, tout de suite, je vais commencer, comme on le fait souvent maintenant, avec un petit peu de musique. On se rejoint juste après dans quelques secondes. Tell me where you are from and tell me where do you go. How safely is your home. Tell me where you like to go. In the same direction. How are we paving the way? Can you feel this world is in motion? Alors évidemment, c'est les Nubians, c'est Célia qui chantait. Merci beaucoup Célia, c'est vous qui avez choisi cette chanson. Je vous avais demandé de le faire. Dites-nous pourquoi pour commencer. C'est une chanson qui s'appelle New Revolution qu'on a sortie dans un album qui s'appelle New Revolution il y a 8 ans déjà, où nous parlions déjà du vivre ensemble, être ensemble, à quel point est-ce que nos réalités sont safe ou pas, et de comment positiver, comment transformer en fait notre vivre ensemble, nos vies. Donc je pensais que c'était plutôt à propos. Il se trouve que c'est une chanson en anglais alors que nous on chante quand même beaucoup en français, on est assez connus pour chanter en français, mais comme on a passé quand même les 15 dernières années à vivre aux États-Unis, on s'est habitué aussi avec l'expression en anglais. Alors, vous avez vécu pendant pratiquement 15 ans aux États-Unis, à Bed-Stuy notamment, à Brooklyn. Là, vous êtes retourné depuis quelques mois en France et vous restez nomade, comme vous dites vous-même. Ce qui est intéressant, évidemment, dans votre expérience, et on l'a vu dans un article qu'on a publié, qui était rédigé avec Alexis Buisson cette semaine, c'est cette expérience de Noirs français, francophones aux États-Unis qui est fondamentalement différente, ou en tout cas différente de celle de l'expérience afro-américaine, gens qui sont nés dans le pays, nés aux États-Unis. Vous, racontez-nous un peu, quand vous êtes arrivé ici, comment vous avez vécu cette arrivée en tant que Française, noire, arrivant ici aux États-Unis? Quel était un peu le regard des autres, peut-être, à ce moment-là? Déjà, l'arrivée aux États-Unis était volontaire. Il se trouve que notre premier album avait rencontré énormément de succès en français aux États-Unis, donc on a eu à rencontrer les Américains lors de nos tournées, etc. Là où on pensait que ça allait être plutôt des Français et des francophones, et on a eu un accueil des anglophones qui ne comprenaient pas ce qu'on disait, mais qui se sentaient touchés par ce qu'on faisait. Donc on a bâti des relations, et ce qu'il y a, c'est que quand nous on rentrait en France, on vivait le plafond de verre. C'est-à-dire, on voit où on veut aller, mais on voit où on ne peut pas aller.
Donc, comme nous, on s'appelle les Nubians et qu'on a décidé de parler de panafricanisme, de diaspora, de voyage, on s'est dit, faisons l'expérience de ce que l'on dit. Et donc, c'est comme ça que je suis partie aux États-Unis en 2007. Pour les Américains, nous sommes exotiques. Voilà. Dans un sens, là, vous employez ce mot dans un sens positif. C'est un exotique. Tout à fait, dans un sens positif. Je vais résumer un peu tout ça sur une phrase assez simple. C'est que je pense que les nations occidentales, chaque nation aime les Noirs des autres, mais pas les siens. Voilà. Donc, là où c'était très difficile en France, notre réalité était très difficile en France, aux États-Unis, on est exotique, on est différente, on est hors de leur contexte. Et bien sûr, nous avons eu à partager, rencontrer les Noirs américains, vivre avec eux et voir ce par quoi ils passaient, notamment violences policières, violences systémiques, catégorisation, difficultés aux opportunités et à l'emploi, qui est ce que nous vivons en France. Voilà. Alors, Claude, je voudrais venir vers vous. Vous avez raconté dans un article qui est cité, alors on vous cite dans un article sur French Morning cette semaine, et puis vous avez raconté ça dans un article sur votre propre site, qui était justement, ce qui est un point de vue très intéressant, qui est justement ce sentiment vis-à-vis des Noirs américains, et vous le racontez avec quelqu'un qui vous l'explique comme ça, que finalement, votre expérience n'est pas l'expérience afro-américaine typique de gens qui sont nés ici, qui sont en quelque sorte les héritiers du système Jim Crow. Comment vous avez, vous, d'un point de vue très personnel, pris conscience de ça, de cette différence, de votre positionnement différent par rapport à l'expérience afro-américaine? Alors, moi, de mon côté, merci déjà pour la question, merci de m'avoir invité. De mon côté, moi, ça fait 22 ans que je suis aux États-Unis, donc je suis arrivé avant toi, Célia. Je me souviens quand toi, tu es arrivé ici à New York. Et depuis, je suis devenu américain. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, je suis venu avec une ambition qui était celle d'un éditeur de magazine, d'un rédacteur en chef de magazine qui avait cette ambition entrepreneuriale très, très spécifique autour de la diffusion de la culture noire à travers les médias. Alors, j'étais porté par la culture hip-hop. Et New York sera toujours, à mon avis, le centre de gravité de la culture hip-hop. Et lorsque je suis arrivé donc, à New York en 98, il est vrai que ça a été très, très difficile au début parce que je ne connaissais pas les codes de la ville. Mais une fois que j'ai appris à maîtriser les codes de la ville et à m'entourer des personnes qui m'ont ouvert des portes au niveau du business, au niveau de la culture, au niveau de la compréhension de la société, j'ai réussi à graver les échelons très, très, très vite. Et ce qui s'est passé, avec du recul, je me rends compte que j'ai quand même bénéficié d'un statut un peu d'ovni par rapport au fait que je n'étais pas immédiatement identifié à la culture noire américaine. Étant donné que j'étais togolais, que j'étais aussi français et que j'arrivais de Londres, j'avais un peu cette identité cosmopolite qui faisait que j'arrivais à me fondre dans la diversité de New York sans être immédiatement identifié à la communauté africaine-américaine, malgré le fait que mon média traitait essentiellement des sujets du hip-hop et donc de la communauté africaine-américaine. Et je me souviens des rappeurs et des chanteurs et des actrices américaines, afro-américaines que j'interviewais me disaient souvent qu'il fallait que je leur raconte un peu mon existence en France et pourquoi j'avais quitté la France pour l'Angleterre et ensuite pour les États-Unis. Ils voulaient en savoir plus parce que, mine de rien, j'étais perçu comme étant français, en fait, plus que noir parfois. Et c'était ça qui était différent. Alors que j'étais au cœur même de ce qu'on va appeler les revendications identitaires liées au hip-hop, j'étais quand même perçu comme étant un étranger qui venait donner un point de vue sur la culture afro-américaine.
Alors, ce qui est intéressant, et je vais d'abord poser une question à Pascal Archimède, qui lui, vit depuis 2 ans à Miami, hein. Et ce qui Oui. est intéressant, c'est que Célia a employé tout à l'heure le terme plafond de verre. Et quand on s'est parlé hier, vous avez employé exactement le même terme pour m'expliquer pourquoi vous aviez décidé de venir aux États-Unis. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu en 2 mots? Alors exactement. Donc moi je suis arrivé ici en 2018, 3-4 mois après que mon ouvrage Histoire de l'Amérique noire des plantations à la culture soit publié. Il a été publié en français et en anglais. Et j'ai voulu justement, donc j'ai eu une opportunité de venir aux États-Unis pour justement faire la promotion et présenter en fait le produit aux États-Unis. Et j'ai eu beaucoup plus de couverture médiatique aux États-Unis qu'en France, en sachant que les médias français avaient été aussi contactés. Euh, je ne sais pas, peut-être que le projet ne leur a peut-être pas trop parlé. En tout cas, depuis que je suis arrivé, j'ai beaucoup plus de couverture médiatique ici qu'en France. Et pour ce qui est intéressant, hein, c'est que on voit bien et on le voit dans les commentaires, par exemple sur notre article, certains commentaires sur Facebook, l'article il y a 2 jours, on sent que je vais faire quelque chose pour le son de Pascal. Oui, alors. Voilà, on se rend compte justement qu'il y a parfois une incompréhension sur ce qu'est le racisme, ce qu'on appelle le racisme systémique, le racisme aux États-Unis, cette expression que ressentent et que vivent malheureusement dans leur chair beaucoup d'Afro-Américains. Et on nous dit la preuve que ce n'est pas systémique, la preuve que ce n'est pas un système, c'est que des gens comme vous qui sont noirs trouvent des opportunités, réussissent d'une certaine manière aux États-Unis. Donc, Claude, est-ce que vous voulez répondre là-dessus? Cette espèce de paradoxe américain entre d'un côté un pays d'opportunité, y compris quand on appartient à une minorité, y compris une minorité qui, dans son pays d'origine, n'était pas forcément reconnue ou n'a pas forcément ces opportunités-là, et puis ce racisme systémique bien réel. Comment vous pourriez décrire cette réalité-là? Le racisme systémique il existe, hein, on en parle beaucoup. Moi, je l'ai vécu de manière indirecte, mais jamais de manière frontale, on va dire. Je l'ai vécu dans des situations d'interaction de la vie quotidienne, comme on peut en vivre dans toutes les grandes métropoles un peu de l'Occident. Mais en réalité, cette confrontation a nourri mon engagement à travers mes médias. Et je me suis rendu compte qu'à partir du moment où j'avais cette ambition affichée de construire un business vraiment pérenne ici aux États-Unis, je me suis dit qu'il fallait quand même que je rentre un peu plus au cœur du système nord-américain. Et c'est pour ça que je me suis associé avec Richard Weiner, qui est un Américain né dans le sud du Bronx, dans un quartier vraiment défavorisé du Bronx, mais qui depuis était passé par Harvard et Stanford et qui ensuite est devenu vice-président chez Goldman Sachs lorsque je l'ai connu. Et en fait, avec lui, en fait, on a réussi à lever des millions de dollars chez Goldman Sachs pour développer notre média. Et alors qu'à l'époque, j'avais à peine 30 ans. Et je me suis dit qu'en fait, cette opportunité que j'avais d'être financé avec Richard sur un média qui n'était pas vraiment bénéficiaire, qui n'avait pas vraiment trouvé sa capacité bénéficiaire réellement, via une grande banque d'affaires américaine qui était prête à miser sur des jeunes noirs, je me suis dit que je n'aurais jamais eu cette opportunité-là en France. En tout cas, pas à 30 ans, sans avoir vraiment fait mes preuves en tant qu'entrepreneur. Il se trouve que ça a marché. Je ne suis plus depuis 10 ans dans l'aventure Trace, donc j'en parle moins. Mais à vrai dire, c'est une aventure qui a apporté 15 ans de ma vie. Et ça, je ne pense pas que j'aurais pu le faire en France. De l'autre côté, en parlant avec Richard, qui lui a vraiment grandi dans le sud du Bronx, il m'a dit que le fait d'être arrivé à Goldman Sachs depuis le Bronx, c'était une ascension qui était passée par une méritocratie en fait académique qui était réelle et qui favorisait justement des Noirs comme lui qui venaient des milieux un peu plus pauvres. On sait que Michelle Obama est arrivée à Princeton alors qu'elle disait qu'elle n'avait pas forcément le niveau des autres étudiants blancs, etc. Et on a vu ce qui s'est passé par la suite. Et moi, j'ai vu qu'en fait, il était important, en tant que Togolais de Paris et arrivé à New York, de comprendre un peu l'importance de l'appartenance sociale et du lieu de naissance, du lieu de résidence, pour arriver à un degré d'identification de la culture américaine, afro-américaine, qui était plus sophistiqué que ce que j'avais décodé à travers les paroles de rap et à travers mes interviews de rappeurs et de chanteurs. Et c'est en entrant vraiment au cœur du monde du business et du capitalisme sauvage américain
que j'ai compris en fait que je faisais partie des ultra archi privilégiés qui avaient pu être financés et que effectivement la majorité des Noirs n'avaient jamais accès à ce type de financement, à ce type de soutien financier, et que le racisme systémique empêchait la plupart des Noirs des États-Unis d'accéder à l'emploi, à des services de santé qui soient un peu plus fiables, à l'éducation et même à la création d'entreprises comme moi j'avais pu le faire dès l'âge de 23 ans. Merci Claude. Alors je vous rappelle, hein, si vous voulez poser des questions, vous pouvez lever la main ici sur le Zoom, vous laissez des commentaires. J'ai la chance, je crois que j'ai oublié malheureusement, toutes mes excuses de le dire tout à l'heure, d'être accompagné évidemment comme d'habitude par Alexis Buisson de French Morning qui est à New York, par Nastasia Poteuil qui elle est à Washington DC et par Grégory Durieux qui lui est à Miami comme Pascal. Voilà. Et Alexis, je vais aller vers toi. Pour la prochaine question. Oui, alors on va aller dans le nord d'Atlanta, enfin au nord d'Atlanta, pour retrouver Christelle, avec laquelle j'ai eu le plaisir de parler justement pour l'article que nous avons publié en début de semaine. Christelle, c'est à toi. Je crois que tu avais une question, tu voulais témoigner? Oui, alors je ne sais pas si on m'entend. On t'entend très bien. D'accord, très bien. Donc, en fait, je voulais revenir sur le point adressé par la question posée par Emmanuel. Donc, pour vous situer dans le contexte, je suis arrivée aux États-Unis il y a 9 ans avec mon mari et nos 3 enfants à l'époque. On en a 4 maintenant. Et nous avons gagné donc à la loterie, Green Card, tout simplement. Et le choix qui a été fait, en fait, de venir aux États-Unis, pareil, je suis née en France de parents d'origine camerounaise, coucou Célia. Et donc, pourtant, j'ai eu un cursus plutôt classique. J'ai été diplômée de la fac de droit, j'ai été diplômée d'une subdeco. Néanmoins, j'ai été confrontée très rapidement en France à ce fameux plafond de verre, qui était plus du béton que du verre, parce qu'au moins le verre, ça laisse supposer qu'on a conscience de ce qu'on peut éventuellement accomplir, alors que là, c'était absolument pas ça. Et donc, après plusieurs années comme ça, la décision a été faite de partir. Donc, on a songé au Canada parce que c'était beaucoup plus simple pour des Français d'y aller, mais on a quand même tenté le coup de la Green Card et ça a marché. Alors, pour revenir à l'aspect qui était abordé par Emmanuel sur comment expliquer que les Noirs venant d'ailleurs, à la limite, sont plus en mesure de s'en sortir aux États-Unis que d'autres, tout ce que je voudrais dire déjà, c'est qu'il faudrait peut-être pas trop généraliser parce qu'en réalité, c'est pas le cas pour tout le monde. D'accord? Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre quand on vient aux États-Unis, c'est comprendre déjà comment le système marche. Et il faut être son propre marketeur. Donc, il faut être très, très bon en marketing, être en mesure de se positionner de manière très parfaite et être aussi très stratégique. Donc, par exemple, moi, quand je suis arrivée ici, malgré toute l'expérience que j'avais en France, le choix a été vite fait de, par exemple, chercher des postes où on réclamait en fait une expertise basée aussi sur le côté bilingue, donc le français. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que c'est un peu bête à dire, mais le nombre de fois où on m'a dit « Ah, mais ah bon, tu es française? Il y a des Noirs en France. » Donc, il faut aussi comprendre qu'il y a plein de gens aux États-Unis qui n'ont toujours pas conscience de ça. Donc, ils ne le savent pas. Et donc, il faut aussi se battre aussi quelque part contre ces préjugés. Et après, malheureusement, c'est un peu bête à dire, mais la réussite pour des Noirs non américains aux États-Unis passe plus ou moins quelque part par une espèce de distanciation, c'est un peu le terme à la mode, hein, mais de la communauté noire américaine. Donc, si on ne veut pas être mis dans le même sac, et après, ça dépend. Moi, je vis dans un État du Sud, donc en Géorgie, c'est autre chose. Hein. Je vis dans le nord d'Atlanta, dans une banlieue plutôt aisée, mais mes enfants vont à l'école avec des gamins qui roulent avec des pick-up trucks avec le drapeau confédéré, ou alors qui vont à l'école avec des MAGA, donc vous avez des gamins de 10 ans qui crient MAGA et ainsi de suite. Donc, c'est aussi ça, quelque part, la réalité. Maintenant, c'est vrai qu'à un moment, on s'est posé la question de savoir si ça n'aurait pas été mieux, à la limite, de vivre dans une zone, par exemple, d'Atlanta avec plus de Noirs, pour que les enfants aussi, quelque part, aient une expérience différente. Parce que nous, nos enfants, ils sont arrivés jeunes aux États-Unis, donc ils n'ont pas de souvenirs ou ils n'ont même pas eu d'expérience, par exemple, du racisme en France. Donc, quelque part, ils peuvent aussi ne pas comprendre la manière qu'on a de réagir, nous, par rapport à certaines choses, parce que ce n'est pas l'idée qu'ils ont de la France. Donc, c'était plus dans cet aspect-là. Donc, effectivement, en tant que Française, c'est vrai que mon accent aide, comme je parle, et c'est ce que j'avais dit quand je parle, et c'est ce que j'avais dit à Alexis.
Néanmoins, on peut aussi pousser la discussion un peu plus sur la communauté française aux États-Unis. Et là, c'est une autre histoire parce qu'on revit les mêmes choses qu'on vivait en France. Donc, on n'est pas nécessairement accepté par nos compatriotes blancs. Et il y a un groupe, par exemple, des Français d'Amérique du Nord qui a été, où il y a eu des débats assez houleux justement par rapport aux événements actuels, où tous les articles sur la question noire ont été délibérément censurés et éliminés. Donc voilà. Merci Christelle. Est-ce que Célia, tu veux réagir? Je crois que je suis passé du vouvoiement au tutoiement, mais bon, voilà. On se tutoie normalement. Est-ce que tu veux réagir à ce témoignage? Déjà, c'est terrifiant cette histoire de drapeau confédéré. Et voilà, c'est vrai qu'à l'intérieur de l'Amérique, c'est pour avoir tourné à l'intérieur de l'Amérique, oui, c'est terrifiant. Donc, moi, je sais pas, je reviens à cette même phrase que je disais tout à l'heure. Des pays ont du mal avec leurs propres noirs, quoi. Ou arabes pour la France, hein, mais voilà, ils ont du mal avec leur minorité. Et ils les traitent mal. Donc, c'est vrai que, en tout cas pour nous, parlons des francophones et des Français. Je regardais aujourd'hui sur RTL, il y avait Rokhaya Diallo qui chroniquait. Donc, bon, elle a laissé les autres chroniqueurs parler de Black Lives Matter, de ce qui se passe aux États-Unis. Ah, c'est horrible, les Américains sont tellement racistes, etc., etc. Et donc, quand elle a pris la parole pour parler de ce dont elle avait parlé, notamment des brutalités policières en France, ils l'ont carrément interrompu toutes les 2 secondes, les chroniqueurs, en disant oui, mais c'est pas pareil, oui, mais il devait bien avoir fait quelque chose. Voilà, qui sont les mêmes choses qu'on a entendues. En fait, c'est vraiment un parallélisme. Ce sont les mêmes choses, les mêmes discours qu'on a entendus aux États-Unis de l'Amérique blanche, et sans aller directement dans l'extrême racisme, quoi. Non, enfin, c'est les mêmes discours qu'on a entendus de l'Amérique blanche. Oui, mais ils ont dû bien faire il a bien dû faire quelque chose. C'est pour ça qu'il s'est fait. Ben non. Si on pense que les gens doivent être arrêtés ou quoi pour quelconque raison, qu'ils soient jugés. Ils n'ont pas à mourir pour ça. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment du parallélisme. Donc, ce qui se passe aux États-Unis là maintenant, j'espère que ça va permettre à nos compatriotes français d'ouvrir les yeux et de se remettre en question. Ce qu'il y a, c'est que souvent, quand on parle de ça, il y a toujours ce truc de comme si on pointait le doigt à notre France, comme si on ne l'aimait pas. Justement, dans l'interview tout à l'heure de Rokhaya, à un moment, l'un des chroniqueurs lui dit « Oui, mais bon, cette France, c'est aussi la tienne. » C'est pas parce qu'on est citoyen d'un pays qu'on ne peut pas le critiquer, et que quand ça ne va pas, et que quand on subit des violences, on ne doit rien dire juste parce que finalement, de par notre couleur, il y a toujours le questionnement de est-ce qu'on aime la France ou pas. Je ne sais pas, est-ce que les Français blancs se posent la question d'est-ce qu'ils aiment la France ou pas? Je ne sais pas. Non, on est Français, point barre. Et les Américains se posent ce problème-là. Et c'est finalement bien que l'Amérique blanche se soit levée enfin aux côtés de l'Amérique noire américaine. Chez les Afro-Américains, rien de neuf sous le soleil. Si NWA rappait F la police dans les années 90, si NTM rappait N la police dans les années 90 ou 2000, il y a quand même une raison. C'est pas anodin. C'est juste qu'on vit dans une époque où les actes peuvent être filmés, et donc ils sont plus in our face, quoi. Ils sont plus, on les voit, alors qu'on parlait de tout ça à l'époque, et quand nous on le dit, on nous dit mais non,
tu fabules, mais non, c'est juste quelques policiers qui sont agressifs, on ne peut pas dire que c'est tout un système. Les Américains, là, se rendent compte que finalement, on ne peut plus dire des choses comme ça. Et que ce soit en français ou en anglais, on ne peut plus dire des choses comme ça. Et quand c'est nous qui le disons, bah, ça passe mal. C'est nous sommes paranoïaques, mais non. Les Noirs francophones, comme les Noirs anglophones, enfin, ou comme les Noirs américains, sont obligés d'expliquer à leurs enfants, quand ils deviennent ados ou quoi que ce soit, faites attention. Quand il y a la police, etc., parlez comme si vous ne vous énervez pas, même si on vous attaque, ne résistez pas trop. On est obligé de faire ces mêmes choses-là. Moi, j'ai élevé un fils noir à Brooklyn et j'ai dû lui faire le talk, quoi. J'ai dû lui faire le talk après l'histoire de Trayvon Martin, quand tu as ton suite et tout, s'il y a quoi que ce soit, enlève ta capuche, monte ton visage, parle, réponds toujours oui monsieur, non monsieur, etc. Montre tes mains. On est obligé de vivre ça, quoi. Et c'est pas normal. Stélia, est-ce que je peux me permettre de rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, parce que ça me parle, ce que tu dis, et je suis vraiment content que tu aies cité encore une fois Rokhaya et son entretien avec RTL, parce que Rokhaya, avec laquelle j'échange sur ces sujets depuis plus de 10 ans maintenant, je lui parle pratiquement toutes les semaines en ce moment, elle est devenue une figure vraiment emblématique de ce mouvement en France, parce qu'elle a un parler vrai qui est nécessaire en France. Elle met les pieds dans le plat et on lui tape dessus en permanence, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe en France? Je dirais aujourd'hui qu'il y a une lueur d'espoir et que ce qu'on sent, c'est un peu différent quand même de l'ambiance délétère qui est visible, surtout en période préélectorale, où évidemment les Français d'origine étrangère ou les minorités visibles, comme on nous appelle, sont immédiatement stigmatisées. C'est vrai que moi, en France, grandissant en France, on m'a toujours demandé quelles étaient mes origines. On peut être français, mais c'est de quelle origine? Alors, d'origine togolaise, toujours. Et aujourd'hui, c'est vrai que je n'habite pas tout le temps en France, même si j'y vais souvent, et donc je ne peux pas forcément juger, mais je crois que cette idée que je développe moi depuis longtemps à travers mes médias, à travers mes écrits, d'identité multiple, qui est un peu celle que tu as aussi, Célia, et qui se construit en marge de la politique d'assimilation centralisée de la France, je pense qu'il faut qu'on la défende. Je pense que Rokhaya doit défendre son identité sénégalaise comme elle défend son identité française et parisienne. Et donc, l'idée d'une identité française qui serait séparée de ces immigrés n'a plus aucun sens aujourd'hui. Et on voit le succès de films comme Intouchable ou d'autres films qui ont vraiment bien marché en France, même si je ne suis pas forcément fan d'Intouchable. Ça rappelle à quel point l'humour et la culture des Français d'origine étrangère ou non de souche, qui étaient soi-disant exclus, cette culture fait désormais partie des références mainstream de tout un chacun en France. Et quand on renvoie toujours sur cette notion d'immigré en France qui ne penserait pas comme un Français, pour le meilleur et pour le pire, etc., je pense que ça devient très, très, très compliqué en France de débattre de ces choses sans être immédiatement considéré comme étant en mode revendication identitaire. Pascal, vous entendez Pascal? Quelle est votre expérience à vous? Oui, je vous entends. Vous êtes aux États-Unis depuis moins de temps, 2 ans. Est-ce que vous aussi, vous avez sentiment de différence ou au contraire trait d'égalité entre les deux pays? Quelle est votre expérience personnelle sur votre vie depuis 2 ans vis-à-vis de ces questions? Alors, disons que moi, en fait, je ne suis pas vraiment dans la même situation parce que j'ai grandi en fait en Guadeloupe. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, d'accord. Donc, moi, en fait, j'ai vécu en Guadeloupe. Donc, disons qu'en fait, on a quand même une histoire commune, les Africains américains et nous, puisque, bon, nos ancêtres communs ont été déportés d'Afrique de l'Ouest. On a une histoire similaire par rapport à l'esclavage. On a une abolition de l'esclavage physique plus ou moins à la même période, donc 1848 en Guadeloupe et Martinique, mais 1865 aux États-Unis. La différence, c'est peut-être qu'aux États-Unis, l'histoire a été davantage ségrégationniste parce que l'esclavage a été sur le sol américain, alors qu'en France, l'histoire a été davantage colonialiste, déployée sur les territoires éloignés.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, quand je rentre en contact en fait, avec les Africains américains ici, bon, comme une bonne partie des Américains, ils vivent en autarcie, donc ils ne connaissent pas forcément notre histoire, mais sont ravis de savoir qu'en fait, on a un vécu plus ou moins similaire. Après, je rebondis sur ce que Célia disait. Célia disait au début de la conversation que chaque nation occidentale aime les Noirs des autres, mais pas les siens. Effectivement, je vois la passion que les Français ont eue pour Barack Obama, mais il y a une question que je me pose souvent. À quand un président noir en France, ou voire même un premier ministre noir en France? C'est une question que je me pose. Et effectivement, pour rebondir sur ce que vous disiez concernant les médias français, c'est vrai que les médias français sont toujours prompts à évoquer le racisme systémique aux États-Unis, mais toujours beaucoup plus timides quand il s'agit de regarder ce qui se passe en France. Alors, quelques sujets qui m'alertent. Le contrôle aux faciès, qui souvent devient un délit de faciès en France. La discrimination au logement. Il y a pas mal de la difficulté pour les minorités visibles, entre guillemets, d'avoir accès aux emplois. Le fait que certains jeunes immigrés ou jeunes de banlieue aient des difficultés à trouver du travail juste par rapport au nom qu'ils portent, mais aussi par rapport au logement. Et ça a été prouvé qu'un jeune qui met sur son CV qu'il vit dans le 93 aura beaucoup plus de difficultés de trouver du travail qu'un jeune qui a une adresse sur Paris. Donc, tout ça pour vous dire en gros que ce serait bien aussi de regarder ce qui se passe et d'interroger les failles de la société française. Et j'espère bien que les médias français et que la société française en elle-même, ce qui se passe aujourd'hui avec l'affaire George Floyd, que ça aura un retentissement positif avec des conversations constructives pour pouvoir, tant à l'acceptation des minorités visibles en France. Merci Pascal. Je voudrais aller tout de suite vers Yasmina Edwards qui est là, je crois, qui nous a rejoint. Alors Yasmina, vous êtes agent de talent, d'artiste. Vous avez créé une entreprise, une société de management d'artistes. Vous êtes basé notamment à New York, entre autres choses. Yasmina, vous vouliez réagir à ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant? Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour Célia, bonjour Claude. Écoutez, je pense que plus ou moins tout a été dit. Donc, peut-être la seule chose qui me différencie des témoignages, peut-être parce que j'ai aussi travaillé dans le privé avant de lancer ma boîte. Et moi, ce qui m'a, bien sûr, la mort de George Floyd, c'est inexplicable. Mais quelques jours avant, ou 24 heures avant, il y avait aussi Amy Cooper. Et j'aimerais dire que des Amy Cooper, beaucoup de femmes, ou d'hommes, en tout cas des femmes noires, on les connaît. Et je pense que c'est aussi un sujet important à développer, dans la mesure où c'est un racisme qui est beaucoup plus… je pense qu'en anglais, ils disent que c'est du microaggression. Moi, je dis que c'est un racisme qui est beaucoup plus institutionnel, parce que beaucoup de ces Amy Cooper se disent libérales. D'ailleurs, c'était une libérale, elle a voté pour Obama. Mais dès l'instant où elle a pu mettre sa carte ou ce qu'on appelle son white privilege, son privilège blanc en avant, elle l'a utilisé. Juste, Yasmina, il faut peut-être expliquer pour ceux qui ne sont pas familiers avec le nom propre de quoi il s'agit. C'est cet incident qui a eu lieu, qui a été filmé à Central Park, c'est ça? Il y a quelques jours avant la mort de George Floyd, et qui le week-end d'avant, et qui montrait une femme qui avait une altercation avec un homme noir, qui est celui qui filmait, qui lui avait demandé à cette femme de mettre son chien en laisse parce qu'elle était dans une partie de Central Park où les chiens sont interdits en liberté parce que c'est un endroit protégé pour les oiseaux, je crois. Et la réaction de cette femme a été d'appeler 911 et de se plaindre qu'un homme noir l'a menacé, ce qui n'était évidemment pas le cas. La vidéo a choqué énormément.
il y a eu des répercussions. Elle a perdu son travail et elle a perdu le chien qui a été récupéré par le chenil où elle l'avait pris. Voilà, mais effectivement, juste pour resituer le contexte. Pardon, allez-y, Yasmina. Oui, merci d'avoir montré le contexte. Et c'est un contexte qui peut être amplifié sur d'autres expériences que chacun en tant que noir, qu'on soit d'origine française ou qu'on soit noir américain, qu'on ait vécu. Donc, est-ce que c'est votre expérience, pardon Yasmina, est-ce que c'est votre expérience personnelle à vous? Est-ce que, comme nos invités le disaient tout à l'heure, vous avez quand même senti dans votre expérience quotidienne une différence du fait que vous étiez en même temps d'ailleurs? Quelle est votre expérience vraiment personnelle de ce point de vue-là? Je vais reprendre ce que Célia a dit. On aime les noirs des autres. Alors c'est marrant parce que moi, mon mari est noir américain, donc il va dire que lui, I am a nigger in America, but I am American when I'm in France. Et j'ai un peu envie de dire que, yeah, I am a nigger in France, but I'm French when I'm in America. Donc, je vais un peu dans l'extrême, mais oui, aux États-Unis, je n'ai jamais été arrêtée par la police, je vais être honnête. L'avantage, dès que je parle, on sent qu'évidemment, je suis française. Mais moi, je pense que le racisme, je l'ai plus vécu quand je travaillais dans le privé. Des petites réflexions, on n'avance pas, ou tu overreact. Donc c'est plus dans ce domaine-là que je pense que j'ai ressenti ce qu'on appelle des micro-agressions qui sont une forme de racisme. Mais d'une manière générale, je vais dire que l'Amérique m'a beaucoup donné. Et je vais dire aussi que d'un point de vue culturel, l'Amérique est importante au niveau de la culture noire. Et je pense que d'un point de vue social, l'Amérique, pour les Noirs, est aussi très en avance. Donc, et j'espère que ce sera un exemple pour les Noirs, notamment les Noirs de France. On parlait de Rokhaya, donc pour ceux qui ne le savent pas, Rokhaya, c'est ma cliente. Elle a fait sa transition aux États-Unis avec moi, donc je connais les deux côtés. Et je pense qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, j'aimerais être optimiste et penser que ça va changer les choses d'une façon générale. Merci Yasmina. Alexis, on va rejoindre Alexis. Je voulais avoir votre réaction sur deux choses intéressantes qu'on voit dans les cortèges de manifestations aujourd'hui. C'est la présence de beaucoup de jeunes, noirs et blancs d'ailleurs. Et je me demandais en fait comment vous interprétiez cette présence. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle génération, blanche, noire, hispanique, a une manière différente en fait d'approcher la lutte contre le racisme que leurs parents ou leurs grands-parents? Je pense que les jeunes en général, et quand nous on était jeunes, de notre génération, etc., les jeunes ont toujours eu ce être ensemble, etc. C'est après. Ça se radicalise en fait après, quand on est dans le travail, dans le logement, fonder une famille, etc. Et c'est là où les scissions se font de manière plus brutale. Donc, bien sûr, super, les jeunes sont ensemble, mais les jeunes étaient ensemble dans les années 60, pareil, dans le hippie Flower Power, ils disaient ça aussi, les jeunes Américains. Ils étaient sur la diversité, le tous ensemble, etc. Déjà dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, 90, quand il y a eu les manifestations pour la mort de Malek Oussekine dans les années 80 en France, pareil, les jeunes sont ensemble. En fait, je pense que la société, et c'est là où en fait ça montre vraiment à quel point c'est systémique. Et je pense que la société en elle-même, les gens de tous les jours, sont beaucoup moins racistes que les systèmes dans lesquels on vit. D'où l'importance de pilonner et de finalement craqueler ces systèmes. Parce que, et j'aime énormément, et j'espère que je vais permettre à Claude de rebondir, j'adore le travail de Claude. Claude a fait un livre formidable sur le transculturalisme. Et oui, on est dans des sociétés à identité multiple. On est dans des sociétés nouvelles. On vit déjà ça.
Donc, le tout un chacun, on est déjà dans un multiculturalisme réel. C'est les institutions qui nous tiennent, qui ne sont pas à la page et qui permettent ces violences sociales sur les minorités continuelles. Claude, tu veux rebondir? Absolument, absolument, parce que en fait, ce que dit Célia, et je me souviens du fait que voilà, on a beaucoup travaillé pour promouvoir le travail de Célia et des Nubianes au tout début de leur carrière, parce qu'on sentait, toi Célia, t'es métisse, voilà, de notre identité mouvante et cosmopolite. Moi, j'ai forgé le concept du transculturalisme, qui était une sorte d'utopie autour du fait que les cultures du monde allaient se rejoindre via les cultures urbaines d'ailleurs, qui étaient émergentes à l'époque. Et j'ai fondé un magazine, un groupe média, pour faire du métissage culturel et des tendances urbaines, en fait, un fer de lance pour un renouveau de la société. Et la montée en puissance de Barack Obama avait confirmé à l'époque qu'on tenait quelque chose avec ce concept du transculturalisme, parce qu'on trouvait qu'il était quelqu'un qui arrivait à fédérer beaucoup d'Américains autour d'une vision un peu universaliste du monde. Mais ce que je vois aujourd'hui avec les manifestations, et d'ailleurs, avant-hier, les manifestants sont venus manifester devant chez nous. Donc moi, je vis avec ma femme et mon fils en face de la bourse de Wall Street. Et en face de la bourse de Wall Street, il y a aussi un bâtiment très important qu'on appelle Federal Hall, parce que c'est dans ce bâtiment que George Washington a été investi, premier président des États-Unis, donc en face de mon immeuble. Et j'ai vu en fait qu'il y avait une forme de diversité que je n'avais pas vue au même endroit en 2011, lorsque les manifestants de Occupy Wall Street manifestaient pour d'autres raisons au même endroit. Et qu'est-ce qui se joue là? Pour moi, il se joue un réveil de ce que j'appellerais moi un humanisme vraiment universel. Parce qu'on voyait des Noirs, on voyait des Hispaniques, on voyait des jeunes, on voyait des moins jeunes, on voyait des Indiens, on voyait toutes les couches sociales qui étaient un peu la coalition Obama à l'époque, qui se sont réveillées. Et pour moi, c'était un nouveau modèle de ce qui pouvait faire émerger l'Amérique, une nouvelle Amérique. Ça m'a donné beaucoup d'espoir parce que, évidemment, ça se manifeste d'une manière différente dans l'Amérique fédérale, mais le pouvoir central de Washington, en fait, est en train d'être réduit au profit de replis, moi, ce que j'appellerais encore une fois identitaire. Et je trouve que ceux comme moi qui sont dans une forme de transculturalisme en donnant un sens positif à la multiplicité d'identités qui appartiennent justement à différentes ethnies, religions et même nationalités, je pense que cette jeunesse américaine qui est en train de repromouvoir Obama à travers sa fondation va permettre d'enrichir l'ensemble et de transformer l'Amérique. C'est moi l'optimiste qui parle là pour dire qu'il peut émerger de ce chaos et de cette dissonance une vraie puissance vivante et affirmative. Et je pense que ça va se faire plus vite aux États-Unis que dans les pays d'Europe. Alors, merci Claude. Juste avant d'aller, tout à l'heure, on va aller vers Michael qui nous attend depuis un petit moment. Mais je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, Claude, pour te demander de te poser une question. Il y a ce concept de multiculturalisme, le cosmopolitisme que d'une certaine manière tu prônes, il est aussi controversé finalement au sein de certaines tendances de la communauté afro-américaine et notamment des plus militants avec tous ces concepts, par exemple, de l'appropriation culturelle. Qui parfois cogne justement avec cette idée de je n'arrive pas à le dire, mais d'interculturalisme, ce n'est pas beaucoup plus facile non plus. Bref, est-ce que tu comprends ces résistances d'une certaine manière, cette envie ou ce besoin de se replier, sinon se replier sur soi, mais en tout cas de vouloir des choses voilà, de refuser des interventions extérieures à la communauté parfois? Je trouve que ce débat sur l'appropriation culturelle, dont on a beaucoup parlé il y a 2-3 ans, est beaucoup moins pertinent aujourd'hui. Parce que, justement, je parle encore une fois en entrepreneur des médias qui ai passé toute ma vie d'adulte à documenter les cultures noires du monde. Je trouve que depuis 3-4 ans, il y a un rapprochement des cultures noires du monde. Je trouve que les Africaines-Américaines s'intéressent de plus en plus à ce qui se fait en Afrique. Ça se voit et ça se manifeste dans les vidéos de Beyoncé, ça se voit même dans les vidéos de Rihanna qui est des Barbades et qui est devenue, elle aussi, identifiée africaine-américaine.
Et donc, quand ça se passe au niveau de la culture populaire, c'est que ça devient vraiment mainstream. Mais en fait, le vrai sujet pour moi, c'est la configuration socio-économique, mais aussi culturelle de la communauté africaine, qui a beaucoup évolué ces dernières années. Et cette diversification, pour moi, je vois que ça se manifeste par deux pôles qui sont souvent opposés. Il y a eu une bourgeoisie noire qui a émergé et qui s'était éloignée des Africaines-Américaines des classes populaires. Et il y a eu des tensions aussi entre ce groupe privilégié et ceux qui étaient un peu moins éduqués et plus déshérités. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les Noirs les plus puissants, aussi bien dans le monde économique que politique, que culturel, sont en train de montrer qu'ils sont réellement solidaires des couches défavorisées. On voit Robert Smith, par exemple, qui est le Noir américain le plus riche, le fondateur du fonds d'investissement Vista, qui vaut à peu près 6 milliards de dollars. Le fait qu'il ait choisi de payer tous les frais de scolarité et toutes les dettes d'étudiants, de toute une classe d'étudiants noirs de l'université de Morehouse en 2019, pour moi, c'était un signal très fort. Et ce Robert Smith en question a écrit une lettre avant-hier, mais qui était tellement puissante par rapport au fait que lui, devenu homme noir le plus riche des États-Unis, son propre oncle, le frère de son père, a été assassiné dans une station essence quand il était enfant parce qu'on le prenait pour un criminel. Alors que ce type venait d'être diplômé et avait l'avenir devant lui. Donc, je pense qu'il se passe quelque chose de fondamental aujourd'hui et ce degré d'identification à la culture afro-américaine qui est la nôtre aujourd'hui, il est devenu plus fort parce que les Noirs sont devenus plus solidaires. Merci Claude. On va aller vers Michael qui nous attend depuis un moment, qui a été très patient. Est-ce que vous nous entendez? Oui, vous m'entendez? Oui, absolument. Allez-y. Bonjour, donc bonjour, merci à vous de… Je vais laisser le son. Bonjour à vous, donc merci à vous de faire cette émission et aussi merci pour l'article que j'ai trouvé très très intéressant. Je m'appelle Michael, j'habite à Brooklyn, à Crown Heights, pas très loin de Bed-Stuy et on a des amis en commun, Célia, donc le monde est petit. Et donc, je voulais vraiment partager mon expérience de Français installé aux États-Unis. Bien sûr, c'est une immigration choisie, je me suis marié. Et quand je suis arrivé en fait à New York, j'ai travaillé à Starbucks. C'est une histoire un peu ridicule, mais j'avais besoin d'avoir de l'argent en fait. J'ai travaillé à Starbucks quelques semaines et je crois que c'était ma seule et unique exposition à des Afro-Américains de quartiers modestes en fait. Et après ça, j'ai monté mon école de langue et j'ai après ça rencontré exclusivement des Américains privilégiés qui étaient essentiellement blancs. Et je crois que je crois qu'il y aura toujours un fossé entre les Français noirs qui vivent aux États-Unis et avec les Afro-Américains qui sont pour l'essentiel très modestes. Même moi qui habite à Crown Heights, qui est un quartier qui est en pleine gentrification, vous voyez vraiment ces deux mondes cohabitent, les gens se croisent. J'habite dans une rue par exemple et vous avez des millionnaires, des gens qui travaillent à Wall Street et il n'y a quasiment aucune interaction. Effectivement, les États-Unis, ça fait beaucoup rêver, mais je crois qu'il faut vraiment aussi parler du classisme ici qui est très violent et qui n'existe pas du tout en France. Et alors oui, alors j'ai beaucoup aimé le témoignage de Christelle parce que j'ai aussi fait des études de droit, j'ai été diplômé d'une grande université, Paris-Assas pour ne pas la citer. Et une fois que j'ai été diplômé, j'ai été confronté au plafond de verre, bien sûr, mais j'ai quand même trouvé un travail qui me plaisait en France. J'étais fonctionnaire, cadre, tout se passait très très bien. Et je crois que le racisme en France, le racisme systémique, il existe. Et je voulais vraiment en parler. Et encore aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant aux États-Unis, malgré ma relative réussite professionnelle, je suis confronté je dirais, à des petites micro-agressions au quotidien. Ça va être, par exemple, lorsque je donne des cours privés dans des immeubles cossus de l'Upper East Side, je suis systématiquement contrôlé, en fait. Tandis que d'autres personnes rentrent comme si c'était un moulin. Ça va être ça, ou même quand je donne des classes. C'est très intéressant de voir les premières réactions des étudiants quand ils voient un professeur noir parler de la France. Il y a toujours ces petites secondes d'hésitation en disant « mais oh, what's going on? Qu'est-ce qui se passe ?» Et j'ai même vécu l'expérience d'une étudiante que j'avais rencontrée dans la rue. Elle ne savait pas encore que j'étais l'étudiant et elle avait une attitude un petit peu… c'était une micro-agression en fait. Elle m'avait bousculé, elle s'était légèrement excusée. Et puis après, lorsqu'elle m'a vu en classe, c'était tout de suite les yeux qui… elle était extrêmement gênée, bien sûr. Et je crois que vraiment le fait d'être français, ça vous donne clairement ici aux États-Unis une sorte de blanchité, whiteness. Mais quand les personnes n'ont pas conscience de cette blanchité, de cette carte blanche, ce privilège de blanc que vous obtenez par association au fait d'être français, vous êtes mis dans le même panier.
Et vraiment, je tenais vraiment à vous remercier pour cet article qui parle vraiment avec justesse de ça. Mais je tiens vraiment à rappeler aussi à toutes les personnes qui nous écoutent que si vous venez à New York, effectivement, on parle beaucoup des entrepreneurs qui ont réussi. Mais avant ça, si vous n'êtes pas dans le petit pourcentage de gens qui ont réussi, c'est très, 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 très difficile. Donc, parce qu'il y a beaucoup de classisme. Et les États-Unis, c'est un pays qui est très violent. Et la dernière chose que je voulais aussi ajouter, c'est que j'habite à Crown Heights et hier soir, c'était très chaud en fait. J'ai vu des choses que je n'avais jamais vues dans ma vie. Et je tiens à rappeler que effectivement, le racisme est universel. Ça existe partout. Enfin, j'ai voyagé beaucoup dans ma vie. Mais je tiens quand même à rappeler qu'il y a quand même des différences de système. Le système français reste différent du système américain. La justice est très différente. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut continuer à se battre et à manifester. Et je suis très, très, très content de voir ce mouvement, en fait, de cette diaspora afro qui manifeste et qui se fait entendre partout. Voilà. Merci beaucoup, Michael, de ce témoignage très intéressant. Vous êtes nombreux à témoigner, c'est vraiment ce qui fait l'intérêt de cette émission, cette bande FM tous les jeudis ici, c'est qu'on a la force de vos témoignages et on apprend tous énormément de choses. On va aller vers Nastasia qui, je crois, a une question, quelqu'un qui veut poser une question. Voilà, on va avoir un témoignage de Bapna, si tu l'as de ton côté, Emmanuel. Alors il dit qu'il est noir du Tchad, il a grandi dans la banlieue à Lyon, il me semble, et il est entre Lyon et Paris. Lui, il veut parler plutôt de ce qu'il a bénéficié. Il dit qu'il a bénéficié de beaucoup de choses en France. Bapna, allez-y, vous nous entendez? Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, allez-y. Voilà. Salut tout le monde, salut Claude, on s'est rencontrés à Art Basel l'an dernier. Ah oui, je me souviens maintenant, je revois sur la photo. Et Célia, on s'est rencontrés il y a quelques temps au l'hôtel Coste. Formidable, il connaît tout le monde. Voilà. Et oui, non, j'ai écouté toutes les conversations et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que bon, paradoxalement, je vais commencer par citer James Baldwin qui disait que il aime tellement l'Amérique, c'est pour ça qu'il se permet de la critiquer. Et j'en dirais de même pour la France aussi parce que je trouve que c'est un pays qui est assez schizophrène en fait. Et qu'ils ont un véritable problème avec le noir en tant que tel. Et les Noirs de France aussi, je pense, c'est dû aussi à ce que j'appelle le traumatisme post-colonial. Ils ne se prennent pas en main quand il s'agit de la question noire et de s'affirmer. Mon histoire est très simple. L'histoire d'un jeune de banlieue, de Lyon. J'avais une passion qui était... J'ai toujours rêvé de l'Amérique. Et c'est la raison pour laquelle ma fille est née ici d'ailleurs. Et j'ai décidé un jour d'aller juste toquer aux portes. J'avais un projet, c'était un documentaire sur l'évolution du basket américain. Et voilà, il fallait venir défendre son projet. Et, on avait déjà pas mal de soucis déjà au lycée, parce que les professeurs au lycée, il faut le dire comme ils étaient, c'était vraiment des racistes. Pour eux, c'était vraiment, t'es noir, t'es arabe. T'étais déjà destiné en BEP, CAP, et voilà. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas assez mature pour s'affirmer, mais à 16 ans, on doit déjà savoir quel métier on veut faire. Donc, c'était ça un peu le paradoxe de la France. Et nous, on en avait marre. Il fallait partir. L'Amérique est arrivée pour nous, pour beaucoup d'entre nous, hein, à travers les médias. J'ai eu la chance de découvrir et d'apprendre l'anglais, même pas à l'école. C'était en écoutant KRS-One, Public Enemy. Et c'est comme ça que j'ai appris... Allô, il n'y a plus d'image. Vous m'entendez ou pas? Oui, très bien. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai appris l'histoire afro-américaine. Et l'anglais, je l'ai appris en traduisant les lyrics de KRS-One, Public Enemy. Et le premier livre que j'ai lu, c'était à l'âge de 13 ans, c'était l'autobiographie de Malcolm X. Et ça a fait toute la différence pour moi. Et c'est comme ça que j'ai pu me réaffirmer en tant que noir et accepter ma négritude en France. Il fallait s'imposer. Il fallait s'imposer. Et ça veut dire que s'il fallait menacer les profs en classe, on le faisait parce que les profs n'ont pas été enseignés à respecter la dignité de l'homme noir avant tout. Pour eux, on était les parents sont forcément des éboueurs et compagnie. Rien contre les éboueurs. Le seul problème, c'est que mon père est médecin. Et c'était pas, pour eux, c'était quasiment pas possible, quoi. Un noir médecin, c'était un truc qui était pas possible. Donc, à tout le temps, nos parents ne comprenaient pas pourquoi, excusez-moi du terme, on foutait la merde en classe,
parce que les profs étaient racistes. Il fallait le dire. Et nous, on allait, les parents étaient tout le temps convoqués parce qu'on était soi-disant insolents. Mais ce que je dis souvent aux parents, c'est comprenez pourquoi l'enfant est insolent. Qu'est-ce que le prof fait pour que l'enfant devienne insolent? Parce qu'à l'époque, c'était l'époque aussi où il y avait Racine qui passait à la télévision. Donc le dimanche, le lundi, tu étais sûr que tous les petits blancs allaient se foutre de notre gueule, nous appeler Kunta Kinte. Mais moi, j'étais assez grand, donc la solution, j'ai trouvé. La solution, j'ai trouvé. Le dimanche, je me cachais, je me prenais une rallonge que je mettais dans mon sac, j'allais à l'école, et chaque petit blanc qui m'appelait Kunta Kinte, je l'appelais, je dis, il faut que je te parle, je l'amenais dans les toilettes, et je le fouettais, jusqu'à ce qu'il dise stop. Et je vous assure que pendant les 4 ans, il n'y a plus jamais un petit blanc qui s'est permis de faire une blague déplacée sur un noir. Et les profs non plus. Les profs ont reçu, ma prof, Madame Martins, je m'en souviens très bien, elle s'est amusée à parler, à avoir des propos vraiment racistes en classe. Moi, de toute façon, en 16 ans, tu ne vas pas en prison. Elle a reçu une chaise sur la tête. Et à partir de là, toute l'école n'a plus jamais dit un mot déplacé sur les noirs. Donc, ensuite, bon, long story short, j'ai eu la chance ensuite d'appliquer pour une bourse à caractère académique. J'étais à Lyon 2. Et c'est comme ça que j'ai pu, déjà en 1995, bénéficier des mesures mises en place par Jeunesse et Sport pour éviter la délinquance. Donc, on avait des projets. Moi, mon projet, c'était de partir aux États-Unis, faire mon reportage sur le basket de rue. Et, bon, et ça a marché, ils l'ont financé. Après, il y a eu l'Université Lyon 2 qui offrait la possibilité d'aller faire des études aux États-Unis. Et moi, je me suis toujours dit, je ne vais pas entrer dans les stéréotypes. Il est hors de question que j'aille aux États-Unis sur une bourse athlétique pour ne pas fit the stereotype that black people are only good for sports. J'ai eu une bourse pendant 2 ans, tout payé par la région, où j'ai étudié carrément à Portland. Et à l'issue de ça, je suis arrivé directement chez Nike en tant que responsable du marketing basket. Et c'est la première fois qu'ils avaient un noir à ce poste-là. Donc, mais une fois qu'on arrive dans Corporate France, même dans le monde du sport, et c'est là qu'on découvre que dans le monde du sport français est extrêmement raciste. Et heureusement qu'on a des exemples comme Lilian Thuram qui essaie de parler, mais ce n'est pas évident parce qu'il y a une sorte de peur d'autres noirs de ne pas s'affirmer. Donc, le boulot aujourd'hui, j'ai dit, c'est vrai, le racisme, c'est un système. En France, de toute façon, un pays colonial, c'est forcément un pays raciste. Donc, maintenant, c'est au nord de France de se prendre en main. Moi, je ne me considère même pas français. Mais le paradoxe, je me considère lyonnais avant de me considérer français. Merci. Et, Pardon, merci Bapna. Merci pour ce témoignage. Alors, je ne suis pas sûr qu'on encourage les jeunes à balancer des chaises, mais en tout cas, on a bien compris le sens et de ce que vous disiez sur l'intérêt de s'affirmer, le besoin de s'affirmer aussi. Je voudrais, avant d'aller vers Grégory, qui a, je crois, une autre question, aller vers Célia justement sur ce sujet-là, parce qu'on voit bien, et c'est très bien dit par Bapna là, que justement, il y a cette idée que l'affirmation des Noirs en tant que telle en France est venue par l'Amérique d'une certaine manière, grâce justement à ce mouvement culturel, politique, etc., et qui a eu ce besoin d'aller chercher cette affirmation finalement de l'autre côté aux États-Unis. Alors, c'est très souvent critiqué en France. On parlait de Rokhaya Diallo, justement, elle est critiquée sans arrêt sur ce thème-là, sur cette idée que justement, elle importe des concepts étrangers à la France. Mais néanmoins, votre expérience à vous, du fait de votre expérience personnelle, justement, c'est que ce détour par les États-Unis, finalement, il était nécessaire? il a été... Désolé. Oui, le détour par les États-Unis était nécessaire pour nous parce que quelque part, ça nous a validés. Là où en France, en fait, on nous disait justement, oui, vous voulez importer des choses américaines qui n'ont rien à voir avec le contexte français. Enfin, nous, en tout cas, vraiment, le groupe Les Nubians, on en a vu des portes fermées. On nous disait, pourquoi est-ce que vous dites noir? Parce que nous, on ne dit pas black. On n'est pas black. Voilà, hein, c'est clair. Et puis, pour beaucoup de choses comme ça, on est quand même... Enfin, moi, je vous ai passé toutes les expériences parce que les expériences, il y en a tellement. Je veux dire, nous, on est quand même allés au Soul Train Award, gagner un Soul Train Award et il n'y avait aucun média français qui est venu avec nous.
pour une chanson complètement en français. Même les médias spécialisés, rap, groove, ou je ne sais pas de l'époque, personne n'est venu. On ne représentait pas la France que la France voulait voir et entendre parler à l'étranger, quoi. Voilà, donc moi je vous passe les détails, mais il y a quelque chose que Bapna a dit quand il racontait toutes les histoires qui, c'est vrai, font un peu hérisser le poil. Il y a ce truc chez nous où on dit « Oh là là, les jeunes sont vraiment violents, les jeunes attaquent la police, etc. » Moi, je me demande toujours quel est l'œuf de la poule. C'est-à-dire, est-ce que... Enfin, je ne sais même pas, je vais le dire carrément. Les jeunes attaquent la police parce que la police les brutalise continuellement. En France, on a énormément de cas de gamins, 14 ans, 15 ans, qui se font tabasser, quoi. Et s'ils sont tabassés à 15, 12, 8 ans, qu'est-ce que ça va donner? Je veux dire, qu'est-ce qu'on attend? On est des humains, quoi. Il va y avoir un backlash, il va y avoir une retaliation, il va y avoir cette rage qui grandit et qui se manifeste par de la violence. Et que justement, pour revenir au contexte américain, c'est déjà formidable que depuis, il n'y ait pas eu plus de violence. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Vu ce que les gens vivent tous les jours, waouh, ils sont résilients. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Emmanuel. Je me suis oui, très bien, merci. On va aller tout de suite vers Grégory pour la prochaine question. Oui, alors avec nous, on a Delphine qui va prendre la parole. Donc, dans un instant, elle explique qu'elle est française métisse. Elle travaille dans le domaine scientifique. Et en fait, quand elle est arrivée sur le territoire américain, elle a eu un ressenti un petit peu particulier. Delphine, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous voulez un petit peu compléter et nous expliquer ce ressenti? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Fresh Morning. Merci de me laisser la parole. Donc oui, je suis française d'origine camerounaise de par mon père et ma mère française blanche de Normandie. Moi, je suis née à Cherbourg et toute mon éducation, je l'ai faite à Paris. Je suis chercheur scientifique au niveau des sciences planétaires, donc de l'espace. Et je suis arrivée, donc mon éducation en France est très bien passée. Moi, je n'ai pas le même vécu que Célia ou Claude ou Pascal par rapport à mon expérience en France et mon expérience aux États-Unis. Elle est tout à fait le contraire, en fait. Moi, dans le monde scientifique, dans ma carrière universitaire à Paris, je n'ai jamais ressenti de racisme. J'ai pu faire ma carrière universitaire, réaliser mon rêve de chercheur comme je le voulais en France. J'ai jamais ressenti ça. Oui, il y a des problèmes raciaux en France, mais moi personnellement, j'ai pas ressenti de racisme. On m'a ouvert les portes. J'étais quelqu'un de passionné par l'étude des origines de la vie sur Terre, et j'ai tout de suite été voir un professeur à l'université française, un professeur blanc. Il n'a jamais fait de différence. Il m'a tout de suite accueilli. Il m'a ouvert beaucoup de portes qui m'ont permis notamment de maintenant de travailler, d'être à la NASA à Washington. Et par contre, quand je suis arrivée aux États-Unis, bon, c'était ma seconde expérience aux États-Unis. Avant, 10 ans auparavant, j'avais été en Californie, à la NASA, un centre de la NASA aussi en Californie. Et là, je suis arrivée à Washington avec une expérience assez négative, où tout de suite, j'ai senti, moi, dans le monde scientifique et le monde de NASA, que j'étais cataloguée en tant qu'afro-américaine. Et je n'aimais pas du tout cette assimilation parce que je ne me sens pas afro-américaine. Mon père est africain, d'origine africaine. Il a pris sa citoyenneté française quand il a épousé ma mère. Ma mère est française, nous a éduqués avec la culture française tout en acceptant la culture africaine. Mais je ne me sens pas afro-américaine. Je pense que c'est une culture tout à fait différente. Et le fait qu'on m'ait cataloguée dès le début, mais sans me demander, en fait, on me demandait ma race déjà pour entrer à la NASA. J'aimais pas du tout ça, de devoir donner une race. Donc à chaque fois, je disais, je n'ai pas de race. Je suis blanche et je suis noire. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis les deux, moi. Je ne suis pas partagée.
Donc, je mettais que j'étais sans race, mais en fait, je voyais après qu'on m'avait tout de suite mis dans le catalogue afro-américaine, même si ce n'était pas ce que j'avais écrit sur les papiers. Et j'ai ressenti qu'en fait, ça allait être assez négatif pour moi, parce que dans le monde scientifique, bon, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes de couleur, et surtout au niveau de la recherche dans l'espace et les sciences planétaires. Et aux États-Unis, je trouve que c'est encore plus flagrant la différence et la discrimination. Alors, on veut faire de la discrimination positive en disant qu'on veut plus de minorités au niveau de la NASA, des choses comme ça, mais je trouve que c'est la discrimination négative. Finalement, il n'y a pas beaucoup de personnes de couleur noire à la NASA où elles sont essentiellement dans les domaines administratifs, pas dans la recherche. Et moi, je me suis dit que ça allait me fermer des portes, un peu d'être cataloguée comme ça. Et d'ailleurs, quand je croisais certains chercheurs à la NASA, on me demandait mes origines, mais quand je disais que j'étais française, tout de suite, non, mais tu viens d'où? Parce que vu ma couleur, en fait, ça ne suffisait pas de dire que j'étais française. Il fallait que je donne, j'explique, que je justifie ma couleur. Et j'ai toujours dit, il n'y a pas de couleur. Je suis contre le fait qu'on dise je suis noire, je suis blanc. Pour moi, il n'y a pas de couleur. Oui, c'est sûr que les différences sont là. On fait des différences, il y a des différences raciales, mais je ne pense pas que c'est comme ça qu'on va y arriver, en fait, qu'on va changer les choses. Et les États-Unis, je pense, c'est un mauvais système dans lequel, justement, est basé, les personnes sont identifiées sur leur couleur. C'est la première chose qui identifie une personne aux États-Unis. Et je pense que ce n'est pas la bonne façon de gérer les crises raciales. Voilà, je voulais moi témoigner que j'ai pas cette bonne expérience aux États-Unis. C'est pas parce que je suis française que je suis mieux appréciée. Non, c'est au niveau scientifique, c'est tout de suite ma couleur. J'ai l'impression, ce ressenti-là. Donc ça dépend peut-être, l'expérience de chacun dépend peut-être du milieu professionnel et aussi du milieu social dans lequel il entre aux États-Unis. Merci Delphine. Yasmina, qui est toujours avec nous, je crois, a envie de réagir à ce que vous venez de dire. Yasmina, voilà, vas-y. Oui, bonjour. Alors, je voudrais réagir à ce qu'on vient d'entendre parce que j'ai quelques désaccords et sur un sujet dont on parle maintenant, qui est quand un blanc dit à un noir « je ne vois pas ta couleur », en fait, ça devient une micro-agression. Et je trouve, je vais le dire poliment, quand ça vient d'un noir qui dit « je n'ai pas de couleur », ça devient, je ne vais pas utiliser le mot pathétique, mais c'est un peu ce que je ressens. Alors, ce que je voudrais dire à cette jeune femme, et bravo, être une noire et travailler à la NASA, on rentre dans le exceptionnalisme. C'est exceptionnel, c'est très bien. Et c'est peut-être pour ça que, justement, on lui pose toutes ces questions. Quant à son expérience américaine en tant que noire, on en a des différentes. Mais dire qu'il n'y a pas de couleur en France, c'est un déni. Et on ne peut pas. Et je pense que la question du déni est une question que nous devons tous, à laquelle on doit faire face, autant les noirs que les blancs. Parce que quand on est dans les dénis, on ne règle pas le problème, on fait comme s'il n'existe pas. Et le problème existe. Je suis noire, moi Yasmina, je suis française, je suis devenue américaine. Mes parents sont d'origine africaine du Nigeria. Il n'y a pas de déni, j'ai une couleur et j'ai aussi une culture. Donc, c'est sur ce sujet-là, sur ce point précis que je voulais réagir. Le concept d'il n'y a pas de couleur, il faut qu'on l'arrête, quoi. Je ne sais pas ce que Claude et Célia pensent sur ce sujet, mais j'aimerais vraiment vous exprimer là-dessus. Oui, Yasmina. Célia a envie de parler. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Yasmina. Pour moi, être noir, être blanc, c'est comme être grand, être petit. Ce sont des choses qui sont là, qui sont visibles, etc. De toute façon, il n'y a qu'une seule race, ça on est bien d'accord, c'est la race humaine. Après, il y a des déclinaisons de spécificité. Mais de faire semblant et de ne pas dire les choses comme elles sont, voilà, moi je suis métisse, c'est pas pour ça que je vais rejeter un côté ou l'autre. Mais
visiblement, je suis foncée. Voilà. Voilà. Donc, je suis noire. Et c'est pas... Et je suis les deux, mais quand on me voit, a priori, on me dit pas, tiens, ton petit côté parisien, ça va, enfin voilà, ça va rien dire quoi. Et qu'on soit tous détendus sur cette communication ouverte de couleurs, parce que c'est comme être blond ou être brun ou être roux. Et justement, de ne pas dire, et l'Amérique a fait cet exemple-là, de « ah, il ne faut pas dire ci, il ne faut pas dire ça ». Et d'un autre côté, quand on met les enfants à l'école, il faut donner la race. Alors, ouais, tout le système à la base est complètement faux, quoi. Donc, ouais, il n'y a qu'une seule race, ça, on est bien d'accord. Je pense qu'en France, en différence des États-Unis, je pense qu'en France, ça, on l'a bien compris, en tout cas. On n'est pas dans un système qui fonctionne comme ça, où on te demande pour l'école, etc. Mais après, le fait, et on en parlait hier, Emmanuel, le fait que la communauté soit très, très mal vue en France, le fait de se regrouper en communauté, bah, c'est difficile. C'est le déni de spécificité. Il y a des communautés scientifiques, il y a des communautés francophones, il y a des communautés de joueurs de basse, j'en sais rien, quoi. Mais c'est pas l'un contre l'autre. Est-ce que Delphine veut réagir ou Oui, oui, bien sûr, parce que en fait, moi, je voulais donner mon expérience professionnelle. Donc, mon expérience personnelle et professionnelle. Il n'y a pas du tout de déni de ma part, parce que sinon j'aurais dit que je ne serais même pas métisse, que j'étais simplement française et c'est tout. Non, je n'ai jamais dénié le fait que mon père est noir d'origine camerounaise et ma mère est blanche. Mais moi, ce que je n'aime pas, c'est qu'on catalogue les gens dès le départ selon, oui, leur race. Alors, excusez-moi, oui, c'est vrai, je suis scientifique, donc j'ai une autre façon de voir les choses. Et en plus, je suis scientifique des origines de la vie. Donc, pour moi, nous sommes des êtres vivants, tous égaux. Et c'est vrai que j'ai pas cette façon, moi, comment dire, je n'ai pas besoin d'exprimer le fait, je ne dénie pas, mais je n'ai pas besoin d'exprimer que je suis noire ou je suis blanche. Je suis quelqu'un. Mais je n'ai pas besoin d'être... J'ai le droit, en fait, j'ai cette liberté de ne pas vouloir être cataloguée. Et j'ai cette liberté et on me l'impose. Et c'est ça, je suis contre ça. On m'impose quelque chose et j'ai le droit de ne pas vouloir. Merci donc, Delphine, oui. C'est très intéressant. Je voudrais justement que Claude peut-être rebondisse là-dessus parce qu'on est toujours sur ce débat-là. On est l'affirmation, la nécessité de s'affirmer en tant que, d'un point de vue identitaire, parfois clash comme ça, avec un sentiment éventuellement d'enfermement dans une identité qu'on trouve trop restrictive. Ou, voilà. Est-ce que vous êtes sensible finalement à ce que dit Delphine? Non, je ne suis pas du tout d'accord avec Delphine. Et je trouve que la perspective de Delphine est erronée, comme l'a dit Yasmina, à mon point. Hein, je parle c'est mon point de vue à moi, parce que la réalité, c'est que Célia, en tant que métisse, est quand même renvoyée à sa négritude aux États-Unis. C'est pas comme en France, il y a une catégorie spéciale pour les métisses qui sont entre deux. Aux États-Unis, même les métisses sont considérées comme étant noires à cause de la règle qu'on appelle one drop. Justement, Philip Roth a écrit un livre magnifique là-dessus qui s'appelle The Human Stain, qui est même devenu un livre que je crois qu'en français c'est La Tâche. Non, même les métis qui sont très clairs de peau sont noirs. Et Barack Obama, lorsqu'il a rempli en fait la fiche du census il y a 10 ans, en 2010, il avait mis noir alors qu'il est métis. Mais il faut quand même rappeler que le problème aux États-Unis jusqu'à présent, et c'est pour ça que je voulais parler de la promesse de l'universalisme et de l'humanisme qui émerge aujourd'hui, c'est que les cultures vivent en parallèle. C'est que historiquement, les Africaines-Américaines n'ont pas vécu dans le même monde que les Blancs, que les Hispaniques, que les Asiatiques, etc. Et donc, étant donné qu'ils ont souvent vécu de manière insulaire, les dialogues n'ont pas pu se faire comme ils auraient dû se faire. Et c'est pour ça que l'élection de Barack Obama était aussi importante, parce que lui, métis, avait choisi de s'ancrer dans la communauté noire, en épousant une femme noire, en vivant dans un quartier noir à Chicago. Mais lorsqu'il a fallu faire campagne dans toute l'Amérique,
lui avait la chance de pouvoir parler de ses grands-parents blancs qu'il avait élevés. Il pouvait dire qu'il avait été élevé par des grands-parents du Kansas et qu'il connaissait aussi la culture blanche. Et c'est pour ça, en partie, qu'il a réussi à fédérer les Américains alors qu'il était parti d'un mode beaucoup plus revendicatif, en fait. Donc, en valorisant la diversité, je pense qu'il faut aussi reconnaître que nous sommes perçus comme étant noirs et que même les métis sont noirs dans ce pays et que la promesse démocratique aux États-Unis, c'est que, et ce que revendiquent aujourd'hui les manifestants dans toute l'Amérique, c'est tout simplement l'égalité en droit et l'égalité des chances, pas plus que ça. Et se dire que finalement, on n'est pas vraiment noir et qu'on n'a pas vraiment de race, je crois que c'est se leurrer. Et c'est pour ça que je dis que la perspective est complètement erronée, à mon sens. Merci beaucoup. Je ne vais pas prendre la défense de Delphine ici qui est partie, mais on va continuer avec Victor. Victor, est-ce que vous nous entendez? Victor. Victor n'est pas là. Alors, Victor avait une question qui nous permettra de conclure parce qu'on a largement dépensé notre temps, qui était est-ce que les politiciens, qui était à propos justement du fait que ces jeunes qui manifestent dans la rue ne participent pas aux élections. Les politiciens sont toujours choisis par les personnes âgées qui perpétuent le racisme systémique. Démocrates ou républicains, les deux partis ont des candidats racistes. La police ne fait qu'enforcer des lois et des institutions racistes. Est-ce que cette dépolitisation de la jeunesse, justement, vous paraît être un problème ici? Je ne sais pas si Claude ou Célia veut répondre. Oui, oui, c'est un gros problème. Moi, je pense que, justement, si on pense que le racisme est systémique, bah, il faut attaquer le système. Et en tant que citoyen, bah, l'un des moyens d'attaquer le système, même si on peut penser que c'est sans espoir ou quoi que ce soit, bah non, justement, c'est le vote. Et notamment par rapport à la politique américaine, c'est pas juste le vote du président. C'est là où les gens se trompent. C'est aller voter pour le shérif. C'est aller voter, c'est aller choisir son chef de la police, c'est aller choisir les juges. Là, c'est important, puisque la violence que subissent les Noirs américains est une violence policière et aussi de justice. Enfin, ouais, vraiment, ouais, la justice américaine, c'est dur, quoi. Jim Crow, c'est là, c'est encore et toujours là. Les prisons privées, il faut faire du chiffre. Je me souviens, en tout cas, il y a 10 ans, plus que ça, j'étais dans le sud des États-Unis et je parlais avec une universitaire, professeure d'université à Duke, une nord-américaine qui me dit à un moment, elle me dit, mais tu n'as pas peur? Et je lui dis, bah, peur de quoi? Elle me dit, bah, d'élever un jeune homme noir. Alors moi, franchement, vu que je ne suis pas nord-américaine, etc., et puis mon enfant était encore petit, je ne voyais pas vraiment ce qu'elle voulait dire. Et elle m'a dit, tu sais, ici, c'est 1 homme sur 5 qui va en prison. Et ouais, en ayant vécu après aux États-Unis pendant longtemps, c'est vraiment présent, c'est dans la vie c'est-à-dire la plupart de Nord-Américains que je connais, hommes dans leur famille, ben, sont passés par la case, que ce soit arrestation ou un peu de prison ou quoi, et il faut remettre la vie sur pied après. Et voilà. Donc voilà, il faut aller voter. Il faut aller voter partout. Si on considère vraiment que c'est un problème, c'est même pas si, c'est comme c'est un problème systémique, il faut attaquer le système aussi de l'intérieur, il faut voter. Merci beaucoup. Claude, pour conclure, on va se quitter après ça. Moi, j'aime toujours conclure sur une note, une petite touche d'espoir. Et là, j'aimerais quand même rappeler les chiffres. Et ça, ces chiffres, c'est Barack Obama lui-même qui les a rappelés hier lorsqu'il est intervenu sur ce sujet avec son ancien ministre de la Justice, l'ancien Attorney General Eric Holder. Ils ont expliqué en fait que pendant les années Obama, l'incarcération massive des Noirs avait vraiment diminué. L'incarcération avait diminué en général, mais aussi évidemment celle des Noirs. Et quand on regarde, par exemple, moi,
en tant que New-Yorkais d'adoption, j'ai connu 3 maires à New York. Il y a eu Giuliani, qui lui, carrément, passait à la chasse aux Noirs, en fait. Et lui, son obsession, c'était de mettre un maximum de Noirs en prison. Ensuite, on a eu Bloomberg, qui était un peu plus mitigé, mais qui a eu une politique stop and frisk, qui a quand même beaucoup ciblé les Noirs et stigmatisé beaucoup de Noirs qui n'étaient pas criminels aussi. Et là, il faut quand même rappeler que notre maire démocrate actuel de Blasio, qui est incompétent à certains niveaux, mais très bon à d'autres, il a quand même réduit les motifs d'interpellation des Noirs et les taux de criminalité ont beaucoup diminué. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des téléphones portables et qu'on met la lumière sur les violences policières parce qu'on arrive à filmer et on arrive à filmer des Ahmaud Arbery, on arrive à filmer George Floyd, mais en réalité, la population carcérale noire a diminué et j'espère que les changements qui vont être mis en place suite à cette crise majeure sociétale va être généralisée au niveau de tous les États-Unis. Et sur ce, je suis obligé de vous laisser parce que j'ai mon père qui m'appelle. Formidable, papa, il est temps de répondre à ses obligations paternelles. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Merci de nous avoir rejoints sur cette bande FM. Merci d'avoir témoigné. Merci à Claude, à Pascal et à Célia d'être restés avec nous pendant toute cette émission et d'avoir donné votre témoignage, vos opinions. Merci à tous encore une fois. Vous savez, la bande FM, c'est tous les jeudis, 12h30 heure de New York, 9h30 sur la côte ouest et on parle des sujets qui nous concernent en ce moment. La semaine prochaine, en principe, on parlera de travail à distance, de travail à la maison. Est-ce qu'il y a eu une révolution qui s'est faite au cours de ce confinement dû à la Covid-19 ? Et avant de se quitter, on va le faire en musique avec évidemment Célia et les Nubians. Merci beaucoup à tous. À la semaine prochaine. Au revoir.